Le matin du 8 juillet 1944, les commandants américains se retrouvèrent sur l'île de Seppan face à une scène qui défiait toute logique militaire. Ils se tenaient au milieu des restes de la plus grande charge suicidaire de type Bonsaï de l'histoire de la guerre du Pacifique. Le sol de la jungle était recouvert de milliers de corps, une mosaïque macabre de boue, de sang et de métal tordu. Mais au milieu de ce massacre, une tranchée en particulier stoppa net les généraux. Ils trouvèrent un poste de secours avancé, une tente médicale destinée à soigner, pas à tuer, et affalé sur une mitrailleuse lourde, mort de 76 blessures distinctes par baïonnette et balles, se trouvait un homme nommé Benjamin Salomon. Il n'était pas un ranger. Il n'était pas un commando marine. Il était dentiste. Un homme qui avait passé sa vie à soigner des caries et à se préoccuper des maladies des gencives. Mais ce qui se trouvait autour de son corps sans vie brisait la réalité. Devant sa mitrailleuse, obstruant l'entrée de la tente et empilée à l'intérieur même de la station médicale, se trouvaient les corps de 98 soldats japonais. Un homme, un dentiste, 98 victimes confirmées. Les chiffres ne faisaient aucun sens. Un dentiste n'est pas formé pour combattre un bataillon. Mais cette nuit-là, Ben Salomon ne se contenta pas de combattre. Il devint l'homme le plus létal de l'île de Seppan. Comment un gentleman formé pour sauver des vies finit-il par en supprimer près d'une centaine en une seule heure? Pour comprendre le cauchemar de ce matin, il faut revenir à l'enfer qu'il a créé. La plupart des héros naissent dans le feu, mais Ben Salomon est né à Milwaukee. Si vous l'aviez observé en 1937, vous auriez vu l'homme le moins dangereux d'Amérique. Il était calme, discret, un Scout Eagle obéissant à toutes les règles et écrivant des lettres à sa mère. Il étudiait la dentisterie à l'Université de Californie du Sud, s'inquiétant des examens et des canaux radiculaires, pendant que le reste du monde retenait son souffle pour la guerre. Ses amis le décrivaient comme le voisin idéal, fiable, doux, incapable de violence. Quand la conscription arriva en 1940, Ben ne s'enfuit pas. Il rejoignit l'infanterie. Et voici le premier étrange retournement du destin dans une histoire pleine de ceci. Ce dentiste tranquille se révéla être un prodige au fusil. Lors de l'entraînement de base, il prit une arme et obtint le grade de tireur expert. Il prit un pistolet et obtint encore la mention expert. Ses officiers supérieurs étaient stupéfaits. Ils avaient entre les mains un tireur né, un homme avec du sang-froid dans les veines et une coordination main parfaite. Mais l'armée, dans sa bureaucratie infinie, considéra son diplôme universitaire et prit une décision. Ses mains étaient trop précieuses pour une gâchette. Elles appartenaient à la bouche. Ben fut transféré au corps dentaire. Il fut affecté au 105e régiment d'infanterie, 27e division d'infanterie. Il se surnommait la division de New York, mais les marines qui combattaient à leur côté les appelaient autrement, les commerçants. La 27e avait une réputation, et ce n'était pas une bonne réputation. Ils étaient considérés comme lents, prudents, dépourvus de l'instinct de tueur nécessaire pour la brutale campagne insulaire contre l'Empire japonais. Ben Salomon était un dentiste dans une division que tout le monde jugeait faible. Mais ils allaient débarquer sur une île qui briserait les hommes les plus durs de la terre, Seppan. Ce n'était pas juste un autre rocher de jungle au milieu de l'océan. Pour le commandement japonais, c'était la dernière ligne de défense, considérée comme une partie de la patrie japonaise. Si les Américains prenaient Seppan, leur nouveau bombardier B-29 Superfortress serait à portée de Tokyo même. L'empereur le savait, les généraux le savaient, et les 31 000 soldats japonais défendant l'île reçurent un ordre simple et terrifiant. Pas de reddition. Chaque homme doit mourir en combattant. Chaque homme doit tuer 10 Américains avant de mourir. Dans ce broyeur humain entra le dentiste. L'invasion commença le 15 juin 1944. Si l'histoire se souvient des plages d'Omaha comme un cauchemar, Seppan fut l'apocalypse. Les Japonais avaient miné chaque centimètre de la zone de débarquement avec de l'artillerie et des mortiers. Quand Ben Salomon attendit sur le rivage avec le 105e régiment, la lagune était déjà rouge de sang. Mais Ben n'était pas en première ligne. Pas encore. En tant que dentiste régimentaire, son rôle était de rester en arrière, installer une tente stérile et extraire des dents infectées. Il devait soigner les infections des gencives causées par la chaleur tropicale et le stress. Mais la guerre suit rarement les descriptions de poste. Les pertes de la première semaine furent catastrophiques. L'avancée américaine était brutale, mètre par mètre, face à un ennemi qui refusait de battre en retraite. En quelques jours, le chirurgien principal du 2e bataillon fut blessé par des éclats. Le chirurgien remplaçant fut tué instantanément par un sniper. Soudain, le 105e régiment d'infanterie se retrouva avec des centaines d'hommes blessés sans aucun médecin pour les soigner. C'est à ce moment que Ben Salomon cessa d'être juste un dentiste. Il s'avança et dit à l'officier commandant « Je peux le faire ».
Il posa son miroir dentaire et prit un scalpel. Pendant des semaines, il travailla 20 heures par jour. Il ne soignait plus des dents. Il extrayait des éclats de métal des jambes, suturait des plaies thoraciques et tenait la main des garçons mourants dans la boue. Il apprit le triage dans l'obscurité. Il apprit à ignorer les cris. Il est crucial de comprendre cette transformation. Ben Salomon passa des semaines à sauver des vies. Il vit l'horreur que les armes japonaises infligeaient aux corps américains. Chaque garçon mort sur sa table, chaque lettre à écrire pour un soldat décédé, le changea. Le dentiste d'où s'endurcissait. Le scout Eagle voyait la face brute du mal. Et quelque part en lui, le tireur expert se réveillait. Début juillet, les Américains avaient repoussé l'armée japonaise jusqu'à la pointe nord de l'île, à un endroit appelé Tanapak Plain. Les Japonais étaient piégés contre la mer. Ils étaient affamés. Ils n'avaient plus de munitions. Ils se nourrissaient d'escargots et d'écorces d'arbres pour survivre. La logique dictait qu'ils devaient se rendre. Toute autre armée dans le monde aurait levé le drapeau blanc. Mais l'armée impériale japonaise ne fonctionnait pas selon la logique. Elle fonctionnait selon le code du Bushido. Le 6 juillet, la situation devint désespérée pour le commandant japonais, le lieutenant-général Yoshigu Saito. Il était malade, fragile et vivait dans une grotte. Il savait que la fin était proche. Il émit un dernier ordre à son armée en ruine, un document qui glace encore le sang aujourd'hui. Nous attaquerons les diables américains et mourrons honorablement. Chaque homme tuera 10 Américains avant de mourir. Du côté américain, le 105e régiment d'infanterie, l'unité de Ben Salomon, fut déplacé sur la ligne de front sur la côte ouest. On leur dit de creuser des tranchées pour la nuit. Ils étaient fatigués, complaisants. Ils pensaient que les Japonais étaient finis. Les rapports de renseignement affirmaient que l'ennemi était désorganisé et incapable d'action offensive. Ces rapports étaient faux, terriblement faux. À moins de milliards, dans l'obscurité des ravins, une marée humaine se rassemblait. Ce n'étaient pas seulement des soldats, c'étaient les blessés ambulants, des hommes sans fusil, armés seulement de pierres et de lances en bambou, des hommes avec des bandages autour de la tête, boitant avec des béquilles. Même des civils rejoignirent les rangs. 3000 âmes. Ils ne prévoyaient pas une bataille. Ils prévoyaient une avalanche, une charge suicidaire destinée à submerger les Américains par le seul poids du nombre. Le capitaine Salomon installa son poste de secours à seulement 50 yards derrière les tranchées de première ligne. Avec le recul, ce fut une erreur fatale, mais le terrain ne lui laissait aucun choix. Le sol était exigu et les ravins abrupts. Il avait 30 hommes gravement blessés dans sa tente. Il manquait de morphine. Alors que le soleil se couchait le 6 juillet, un silence étrange et lourd s'abattit sur la plaine de Tanapag. Les vétérans vous diront que la jungle n'est jamais silencieuse. Si les insectes cessent de bourdonner, cela signifie que quelque chose chasse. Ben Salomon vérifia ses patients. Il nettoya ses instruments. Puis il fit quelque chose d'inhabituel pour un officier médical. Il vérifia son fusil M1 Garand. Il le démonta sur le terrain, huila le mécanisme et chargea un nouveau chargeur. Il vérifia son pistolet. Peut-être sentait-il quelque chose. Une vibration dans le sol. Un changement dans l'air. Le dentiste se préparait. À 4h45 le 7 juillet, le soleil n'était pas encore levé. Le 105e régiment d'infanterie dormait ou somnolait dans ses tranchées. Soudain, un bruit déchira l'obscurité. Cela commença comme un grondement sourd, semblable à un train de marchandises venant du plus profond de la terre. Puis cela se transforma en un cri de 3000 voix à la fois. Tenno Ika Bonsai. Vive l'empereur! C'était la plus grande charge Bonsai de la guerre du Pacifique. Ils ne vinrent pas par vagues. Ils arrivèrent comme un mur humain solide, s'écrasant sur le périmètre américain comme un tsunami. Les tranchées de première ligne du 105e furent submergées en quelques secondes. Les mitrailleurs américains tiraient jusqu'à ce que leurs canons fondent. Mais les Japonais grimpaient simplement sur les corps de leurs camarades tombés pour atteindre les Américains. Le combat rapproché commença immédiatement. Couteau contre sabre, baïonnette contre lance, casques utilisés comme massues. À l'intérieur du poste de secours, Ben Salomon entendit les cris. Il entendit le bruit humide des corps frappant le sol. Soudain, la tente éclata. Un soldat se précipita à l'intérieur, mais ce n'était pas un Américain venant chercher de l'aide. C'était un soldat japonais, brandissant une baïonnette, les yeux fous de la folie de la charge. Salomon n'hésita pas. Il était désarmé, tenant une trousse médicale. L'instinct prit le dessus. Il se jeta en avant, saisissant le canon du fusil japonais de la main gauche, déviant la lame à quelques centimètres de sa poitrine. De la main droite, il attrapa un lourd pot médical en métal et le frappa sur le crâne de l'assaillant.
Le soldat s'effondra. Salomon saisit un fusil M1 à proximité, posé sur une civière, et tira 2 coups sur l'ennemi tombé. Mais tandis que les détonations résonnaient dans la petite tente, Salomon leva les yeux par l'ouverture de la tente, illuminé par la lueur infernale des fusées éclairantes à l'extérieur. Il les vit, des dizaines d'entre eux. La ligne de front s'était effondrée. La zone arrière sécurisée était maintenant la ligne de front. Et entre la horde attaquante et les 30 hommes blessés et saignants de sa tente, seul un homme se dressait. À ce moment, Ben Salomon fit un choix qui lui coûterait la vie et lui vaudrait une place dans la légende. Il se tourna vers ses patients blessés, des hommes à peine capables de tenir debout, et cria « Tous ceux qui peuvent marcher, sortez, retournez au régiment. Je vais les retenir. Je vais les retenir. Un homme contre une armée. » Le dentiste saisit son fusil. Il remplit ses poches de munitions. Il sortit de la tente et marcha directement dans le cauchemar. L'homme qui avait passé sa vie à réparer des sourires allait déchaîner l'enfer. Ben Salomon sortit de cette tente médicale et entra dans un monde devenu absurde. L'air était chargé de fumée, l'odeur de la poudre et le goût métallique du sang. Ce n'était plus une simple bataille. C'était une émeute de violence. Mais au milieu de ce chaos, le dentiste trouva une clarté brutale. Il comprit instantanément que si les Japonais submergeaient sa position, les 30 blessés ramperaient pour être massacrés. Il était le goulot d'étranglement. Il était la seule chose entre les blessés en retraite et la horde ennemie. Les premières minutes à l'extérieur de la tente furent un flou de désespoir rapproché. Salomon ne commença pas avec une mitrailleuse. Il commença avec un fusil récupéré sur un cadavre. Il se mit à genoux derrière un tas de caisses, scrutant l'obscurité. Des formes bougeaient dans la fumée. Des silhouettes hurlantes, baïonnettes au canon. Il tira, rechargea, tira encore. Ses mouvements étaient mécaniques, précis. La mémoire musculaire du tireur expert prit le contrôle des mains du chirurgien. Il ne paniquait pas. Alors que d'autres hommes cédaient sous la terreur psychologique de la charge Bonsaï, Salomon calculait les angles. Il repéra 4 soldats japonais rampant dans le sous-bois à droite de la tente. Ils essayaient de couper la retraite. Salomon se leva, exposé aux tirs ennemis, et les engagea. 1 tir, 2 tirs, 3, 4, tous touchés. Mais pour chaque soldat qu'il abattait, 3 autres surgissaient de l'ombre. Le poids numérique était suffocant. Il avait besoin de plus de puissance de feu. Il avait besoin de quelque chose capable d'arrêter une vague. À 50 yards devant lui, il le vit. Une mitrailleuse lourde. C'était une M1917 Browning américaine à refroidissement par eau, une bête capable de tirer 600 coups par minute. Mais l'arme était silencieuse. L'équipage gisait mort autour d'elle, abattu dès les premières secondes de la charge. L'arme était là, sans opérateur, pointée directement vers le cœur de l'avance japonaise. Salomon n'hésita pas. Il posa son fusil et traversa le terrain découvert à toute vitesse. Les balles soulevaient la terre autour de ses bottes. Il plongea dans la tranchée, atterrissant sur les corps des mitrailleurs morts. Il n'avait pas le temps de les pleurer. Il saisit les poignées de la mitrailleuse lourde. Elle était brûlante au toucher. Il vérifia la ceinture de munitions. Chargé, il armait la culasse. C'était le moment où la bataille changea. Les Japonais pensaient avoir brisé la ligne. Ils pensaient que le chemin vers la plage était libre. Ils avaient tort. Ils venaient de réveiller un monstre. La M1917 rugit. Le son était assourdissant. Un martèlement rythmique, continu qui traversait les cris de la charge Bonsaï. Salomon balaya le canon de gauche à droite, arrosant les ravins où l'ennemi était le plus dense. L'effet fut dévastateur. La première vague d'assaillants, entassés en masse compacte, fut déchiquetée. Ils tombèrent en tas, trébuchant les uns sur les autres. Mais ils continuaient à venir. Ici, l'histoire défie toute croyance. Une mitrailleuse est normalement manipulée par une équipe de 3 ou 4 hommes. Il tomba sous un tas d'ennemis, toujours en train de frapper, toujours défiant la mort. La mitrailleuse se tut. Les cris cessèrent. Le dentiste de Seppan était mort, mais le silence qui suivit était pesant. Les soldats japonais qui survécurent à cet assaut se tenaient au-dessus de son corps, choqués. Ils regardèrent le carnage autour de cette seule tranchée. Ils virent 98 de leurs camarades morts en demi-cercle autour d'un seul homme. Ils ont dû se demander quel type de guerrier ils venaient de tuer. Ils ne savaient pas qu'il était médecin. Ils ne savaient pas qu'il était une âme douce qui aimait la musique classique. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'ils avaient rencontré un dieu de la guerre. Pendant les heures suivantes, la bataille fit rage ailleurs, mais la position tenue par Ben Salomon resta silencieuse. Les Japonais ne réussirent pas à le dépasser. Il avait brisé l'épine dorsale de leur attaque dans ce secteur.
Son combat solitaire avait anéanti leur élan. Lorsque les forces américaines lancèrent leur contre-attaque plus tard dans la journée, l'ennemi était épuisé. Mais l'histoire ne s'arrête pas à sa mort. En fait, le véritable mystère et la tragédie ne faisaient que commencer. Car lorsque les renforts américains reprirent enfin la position dans l'après-midi du 8 juillet, ce qu'ils découvrirent était si incroyable, si grotesque par son ampleur, que l'armée refusa d'abord de le croire. Les officiers qui s'approchèrent de cette tranchée virent le corps du capitaine Salomon. Ils virent la lourde mitrailleuse, le canon déformé par la chaleur, et commencèrent à compter. 1, 5, 10, 20, 50. Le compte continuait. Ils comptèrent les corps empilés dans la tente. Ils comptèrent les corps entassés comme des sacs de sable devant la mitrailleuse. Ils comptèrent les corps dans les ravins. 98 soldats ennemis, un Américain. Le commandant du régiment resta figé devant la scène, le visage pâle. Il se tourna vers son aide et dit « Je n'ai jamais rien vu de pareil de ma vie. » Il sortit immédiatement son carnet et commença à rédiger une recommandation. Il rédigeait une recommandation pour la Medal of Honor. C'était le cas le plus évident et le plus clair pour la plus haute distinction nationale que l'on ait jamais vue. Mais Ben Salomon n'obtiendrait pas la Medal of Honor. Pas ce jour-là, pas cette année-là, pas même au cours de ce siècle. Au lieu de cela, le dossier de Ben Salomon disparut. La recommandation fut rejetée. Le héros de Sepan fut enterré et son histoire avec lui. La raison? Une technique juridique, une règle bureaucratique bizarre enfouie dans la Convention de Genève qui stipulait que le personnel médical ne pouvait pas porter les armes contre l'ennemi. L'armée regarda les 98 corps morts et dit « Un médecin n'a pas le droit de faire ça. » Et ainsi, l'homme qui avait sauvé un régiment fut effacé de l'histoire. Pendant 50 ans, son dossier accumula la poussière dans un sous-sol du Pentagone. Pendant 50 ans, les hommes qu'il avait sauvés vieillissaient, avaient enfants et petits-enfants, tandis que l'homme qui leur avait donné cette chance était oublié. Mais la vérité a une manière de refaire surface, tout comme Ben Salomon s'était frayé un chemin à travers cette nuit. Il fallut une nouvelle génération d'enquêteurs, une lutte incessante pour la justice et un combat contre la bureaucratie militaire pour enfin découvrir ce qui s'était réellement passé dans cette tranchée. La fumée se dissipa sur Sepan le 8 juillet 1944. Les cris et le feu de la mitrailleuse furent remplacés par le grondement mécanique lourd des bulldozers ensevelissant les morts. Mais tandis que la bataille physique pour l'île touchait à sa fin, une nouvelle guerre ne faisait que commencer. Ce n'était pas une guerre menée avec des balles ou des baïonnettes. C'était une guerre menée avec du papier, de la paperasse et une bureaucratie militaire refusant de croire ce qui s'était passé dans cette tranchée. Lorsque le commandant de division, le général Georgier, inspecta la position de Ben Salomon, il sut qu'il assistait à un acte digne de la Medal of Honor. Les preuves étaient indéniables. 98 corps ennemis, un défenseur. C'était la définition même de la galanterie exceptionnelle au-delà de l'appel du devoir. Grier rédigea immédiatement la recommandation. Il rassembla les témoignages des blessés que Salomon avait sauvés. Il détailla les chronologies. Il envoya le dossier dans la chaîne de commandement, s'attendant à une approbation rapide. Mais la recommandation se heurta à un mur de briques. Le dossier arriva sur le bureau du major général Robert Richardson. Richardson était un rigide des règles et y vit un problème légal énorme. Le capitaine Ben Salomon était un officier médical. Il portait le brassard de la Croix-Rouge. Selon la Convention de Genève, le personnel médical est non combattant. Ils peuvent porter des armes, mais seulement pour se défendre eux-mêmes et défendre leurs patients. Richardson argumenta que manier une mitrailleuse lourde et tuer 98 hommes ressemblait beaucoup à une action offensive. Il soutint qu'en prenant cette arme, Ben Salomon avait violé la Convention de Genève. La logique du général était froide et absolue. Un médecin ne peut pas être un mitrailleur. Si l'armée accordait la Medal of Honor à un dentiste pour avoir massacré des soldats ennemis, cela enlèverait la neutralité de la Croix-Rouge. Cela mettrait en danger le personnel médical dans toutes les guerres futures. Ainsi, la recommandation fut refusée. Pensez à la cruauté de cette décision. Ben Salomon était mort en protégeant les impuissants. Il avait tenu sa position quand les fantassins de combat avaient fui. Et maintenant, l'institution même pour laquelle il était mort lui disait qu'il avait fait son travail trop bien. Il disait que s'il avait tué 5 hommes avec un pistolet, il aurait été un héros. Mais parce qu'il en tua 98 avec une mitrailleuse, il était un criminel de guerre. Le dossier de Ben Salomon fut clos. Il fut mis dans une boîte en carton et envoyé aux archives militaires de Saint-Louis. Puis, en 1973, un incendie massif ravagea ces archives. Des millions de dossiers de service furent réduits en cendres.
Il semblait que l'histoire du dentiste de Sepang était destinée à disparaître à jamais. Juste de la fumée et des rumeurs murmurées par de vieux vétérans lors de réunions. Les décennies passèrent. Les hommes de la 27e division vieillissaient. Le monde avançait. Nous combattions en Corée, au Vietnam, dans le Golfe. Le nom de Ben Salomon ne signifiait rien pour l'armée moderne. Mais l'histoire a une manière de nous hanter. À la fin des années 1990, un homme nommé docteur Robert West sentit la piste. West était aussi dentiste et diplômé de la même université USC où Salomon avait étudié. Il avait entendu les rumeurs sur le dentiste héros et ne pouvait pas laisser tomber. Il sentit un devoir personnel de découvrir la vérité. Docteur West entama une croisade. Il s'associa à des historiens militaires et fouilla les archives survivantes. Ils trouvèrent des copies des témoignages originaux ayant échappé à l'incendie. Ils trouvèrent les rapports de pertes originaux. Et, surtout, ils trouvèrent l'analyse balistique de 1944. Un pour tirer, un pour alimenter la ceinture de munitions, un pour désigner les cibles, un pour transporter l'eau de refroidissement. Ben Salomon faisait tout cela seul. Il tirait d'une main, alimentait la ceinture de l'autre, écartait les caisses vides avec ses pieds. Pendant l'heure suivante, Ben Salomon devint un aimant pour chaque soldat japonais dans le secteur. Ils virent le flash du canon. Ils savaient que cette seule arme était l'encre de la défense américaine. Ils dirigèrent toute leur fureur vers lui. La première blessure survint tôt. Une balle japonaise frappa sa jambe. L'impact aurait assommé un homme ordinaire. Salomon à peine tressaillit. Il se passa un garrot autour de sa cuisse, serra les dents et continua à tirer. La douleur devait être aveuglante, mais l'adrénaline est une drogue puissante. Il savait que s'il cessait de tirer, ne serait-ce que 10 secondes, l'ennemi serait sur lui. Puis vint la deuxième vague. Ce n'était pas une charge folle. C'était une attaque coordonnée visant à neutraliser la mitrailleuse. Un escadron de soldats japonais le flanqua par la droite. Ils rampèrent à travers les hautes herbes, utilisant le bruit de la bataille pour masquer leur approche. Salomon ne les vit qu'à 30 yards. Il fit pivoter la lourde mitrailleuse, le trépied grinçant sous la tension, et lâcha une rafale. Il les attrapa en pleine ouverture. Mais un soldat réussit à lancer une grenade avant de mourir. L'explosion secoua la tranchée. Des éclats lacérèrent l'épaule et le torse de Salomon. Il fut projeté en arrière, les oreilles bourdonnantes, le sang s'écoulant de plusieurs blessures. La plupart des hommes seraient restés à terre. La plupart auraient fait le mort et prié pour la fin. Ben Salomon se releva et retourna à la mitrailleuse. Son uniforme était trempé de sang. Son bras gauche était inutilisable, pendait mollement à son côté. Il utilisa son bras valide pour orienter l'arme, tirant par courtes rafales contrôlées. Il ne tirait pas aveuglément dans la nuit. Il déplaçait la mitrailleuse. Il comprit que s'il restait au même endroit, les mortiers japonais le cibleraient. Ainsi, entre les vagues d'attaque, ce dentiste blessé, saignant de plusieurs plaies, traînait la lourde mitrailleuse, pesant plus de 45 kilos avec son trépied et sa chemise d'eau, vers de nouvelles positions. Il tirait pendant 10 minutes, puis déplaçait l'arme de 10 yards à gauche, tirait à nouveau, la déplaçait à droite. Pour les commandants japonais observant depuis la crête, il devait sembler qu'ils affrontaient un peloton entier de mitrailleuses. Ils ne savaient pas que ce n'était qu'un homme mourant refusant de lâcher la détente. Vers 6 heures, les munitions commencèrent à manquer. Salomon avait tiré des milliers de cartouches. Le canon de l'arme était incandescent. L'eau dans la chemise de refroidissement bouillait, envoyant des volutes de vapeur dans l'air, marquant encore plus sa position. Il devait se ravitailler. Il rampait hors de sa tranchée, parmi les corps des soldats américains qu'il avait essayé de sauver plus tôt. Il dépouilla les corps des ceintures de munitions. Il récupéra des fusils et des grenades. Il traîna tout vers sa position. Lors d'une de ses missions de ravitaillement, il fut touché à nouveau. Une balle dans l'estomac. Les dégâts étaient catastrophiques. À ce stade, Ben Salomon était un mort-vivant. Il avait perdu trop de sang. Ses organes commençaient à faillir, mais son esprit restait alerte. Il savait qu'il ne rentrerait pas chez lui. Il savait qu'il ne reverrait jamais Milwaukee. Il ne rouvrirait jamais ce cabinet dentaire. La seule chose à faire était de gagner du temps. Chaque minute qu'il tenait cette position était une minute de plus pour les forces américaines désorganisées derrière lui de se regrouper. Chaque soldat japonais qu'il abattait était un ennemi de moins vers les tentes principales de l'hôpital à l'arrière. Il ramena la mitrailleuse. Sa vision se brouillait. Il survivait par pure volonté. Les Japonais réalisèrent que les balles ne l'arrêtaient pas. Ils décidèrent de le charger directement. Un groupe de soldats, dirigé par un officier armé d'un sabre, chargea la tranchée. Il hurlait.
courant à travers le feu dévastateur. Salomon attendit. Il attendit qu'ils soient si proches qu'ils puissent voir la sueur sur leur visage. Il attendit de voir le blanc de leurs yeux. Puis il maintint la détente. La mitrailleuse martela. L'officier se désintégra. Les soldats derrière tombèrent comme des dominos. Mais l'un d'eux s'approcha assez près. Une baïonnette traversa le flanc de Salomon. Il ne lâcha pas l'arme. Il tourna la mitrailleuse point blanc sur l'assaillant. L'explosion projeta le soldat en arrière. Salomon se retrouva à combattre au corps à corps tout en maniant une mitrailleuse lourde. Il saignait d'au moins 20 blessures. Il était entouré par un cercle de cadavres qui montait de plus en plus, obstruant son champ de tir. Il devait pousser les corps ennemis pour continuer à tirer. Imaginez cette image, un homme seul, entouré d'un mur de mort, les repoussant juste pour tuer encore. C'est un niveau de violence primale que l'esprit humain peine à comprendre. Au lever du soleil, le champ de bataille s'illumina d'une lumière grise et macabre. Les attaques japonaises devinrent plus désespérées. Il pouvait maintenant le voir. Il voyait une silhouette seule, penchée sur la mitrailleuse, son manteau médical blanc devenu entièrement rouge. Il devait penser qu'il était un démon. Comment un être humain pouvait-il subir autant de blessures et continuer à se battre? Vers 6h30, le capitaine Salomon comprit que la fin approchait. Il avait une seule ceinture de munitions, peut-être 200 cartouches. Il pouvait entendre les Japonais se regrouper pour une dernière poussée massive. Ils se rassemblaient dans le ravin, des centaines d'entre eux, prêts à submerger sa position une bonne fois pour toutes. Il regarda vers le poste de commandement. Il y avait le calme. Les blessés avaient fui. Le régiment s'était replié sur une ligne secondaire de défense. Il avait fait son devoir. Il aurait pu ramper dans les buissons. Il aurait pu essayer de se sauver dans ces derniers instants. Mais Ben Salomon ne bougea pas d'un pouce. Il ajusta le trépied une dernière fois. Il vérifia le plateau d'alimentation. Il prit une profonde inspiration, remplissant ses poumons de fumée de bataille. Il savait ce qui allait venir, et il était prêt à y faire face. La dernière vague frappa à 6h45. C'était une vague humaine. Il venait de face, de gauche et de droite. Salomon ouvrit le feu. La mitrailleuse gronda sa dernière plainte de mort. Il balaya le canon de gauche à droite, désespéré de les retenir une seconde de plus, un battement de cœur de plus. Nous ne connaissons pas ses pensées finales. Nous ne savons pas s'il pensa à sa famille, à sa maison ou aux hommes qu'il avait sauvés. Tout ce que nous savons, c'est ce que les preuves ont révélé plus tard. Nous savons qu'il continua de tirer jusqu'à ce que la ceinture soit vide. Nous savons que, même lorsque l'arme se verrouilla vide, il ne se rendit pas. Quand les munitions furent épuisées, il se leva. Il sortit son pistolet. Il tira jusqu'à ce qu'il soit vide. Il jeta le pistolet vide sur les soldats qui fonçaient. Il saisit un couteau. La dernière chose que Ben Salomon fit sur cette terre fut de combattre. Il se battit avec des balles, puis avec le métal, et enfin avec ses mains nues. Il se battit jusqu'à ce que son cœur cesse de battre. Il se battit jusqu'à ce que le nombre écrasant de baïonnettes l'emporte. Docteur, West construisit un dossier juridique. Il démontra que le rejet du général en 1944 était basé sur un mensonge. Il prouva, grâce à la position des corps, que Ben Salomon n'était pas en action offensive. Il n'avait pas chassé les Japonais. Il l'avait submergé. Il défendait une position fixe contre une charge suicidaire. La mitrailleuse n'était pas un outil d'agression. C'était un bouclier pour les hommes blessés rampant derrière lui. La lutte dura des années. L'armée résista. Le Pentagone ne voulait pas rouvrir un dossier vieux d'un demi-siècle. Ils dirent à Dr. West d'abandonner, mais il ne le fit pas. Il mobilisa des congressistes. Il mobilisa les survivants de la 27e division. Il transforma le nom de Ben Salomon en une arme politique. Finalement, en 2002, les murs tombèrent. Le secrétaire de l'armée examina les nouvelles preuves et admit l'erreur. Ils reconnurent que l'interprétation de la Convention de Genève avait été fausse. Ben Salomon n'avait pas violé les règles de la guerre. Il avait exemplifié la plus haute tragédie de la guerre. Parfois, pour sauver des vies, un guérisseur doit devenir un tueur. Le 1er mai 2002, 58 ans après sa mort dans la boue de Sépan, Ben Salomon fut invité à la Maison-Blanche. Évidemment, Ben ne pouvait pas être là. Il n'avait pas de femme. Il n'avait pas d'enfant. Sa lignée s'était éteinte dans ses tranchées. Alors, un parent éloigné, un cousin nommé docteur, Robert West, le même homme qui avait combattu pour son héritage, se tenait dans le Rose Garden. Le président George W. Bush se tenait au pupitre. Le soleil brillait. Les marines étaient au garde-à-vous.
Le président lut la citation. Il parla des 98 soldats ennemis. Il parla des blessures. Il parla du sacrifice. Le président dit que le capitaine Ben Salomon était un dentiste qui voulait juste soigner les dents. Mais lorsque l'heure des ténèbres arriva, il se leva avec courage. Le président remit la Medal of Honor au docteur West. C'était la dernière Medal of Honor décernée pour la Seconde Guerre mondiale. Le dernier chapitre du plus grand conflit de l'histoire humaine avait été clos par un dentiste. Aujourd'hui, si vous allez à la School of Dentistry de l'Université de Southern California, vous verrez la médaille exposée. Les étudiants passent devant tous les jours en allant en cours. La plupart d'entre eux s'inquiètent pour les examens, pour les frais de scolarité, pour leur future carrière, exactement comme Ben en 1937. Ils regardent la photo de l'homme aux lunettes à monture métallique et se voient eux-mêmes. Mais Ben Salomon représente quelque chose de terrifiant et de magnifique en chacun de nous. Il prouve que nous ne savons vraiment pas qui nous sommes jusqu'à ce que le ciel nous tombe sur la tête. Il prouve qu'un homme qui passe sa vie à guérir peut, en un seul battement de cœur, devenir un guerrier capable d'arrêter une armée. Il ne voulait pas être un héros. Il ne voulait pas être un tueur. Il voulait juste s'assurer que ses patients rentrent chez eux. Et pour cela, il a payé le prix ultime. 98 ennemis, un dentiste, pas de reddition. C'est l'histoire que les livres d'histoire ont essayé d'oublier. Mais nous nous souvenons. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez que Ben Salomon mérite d'être connu dans le monde entier, faites votre part dès maintenant. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela aide l'algorithme à diffuser l'histoire de ce héros à des millions de personnes qui n'ont jamais entendu son nom. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car nous dénichons chaque semaine les dossiers perdus de l'histoire. Et je veux que vous alliez dans la section des commentaires ci-dessous. Je veux que vous tapiez un seul mot, respect. Remplissons les commentaires de respect pour le dentiste de Sepang. Assurons-nous que 80 ans plus tard, son sacrifice soit reconnu. Merci d'avoir regardé. Merci de vous souvenir. On se retrouve dans la prochaine vidéo.